Alma Dufour a demandé la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, je travaille effectivement sur aux Amis de la Terre et je travaille sur le modèle Amazon, entre guillemets, mais le e-commerce en général depuis maintenant 3 ans. C'était pour faire quelques petits points de remarque, après ces débats qui étaient très intéressants. Effectivement, le sujet est extrêmement compliqué et je dois quand même rappeler qu'il y a beaucoup d'informations parcellaires, on va dire, qui circulent aujourd'hui dans les journaux d'ailleurs, ou qui sont données par le PDG d'Amazon à la télé très très régulièrement. Donc déjà, peut-être pour revenir sur un point qui est quand même assez essentiel, parce qu'on a pas mal parlé d'évasion fiscale, optimisation fiscale, du fait que effectivement Amazon ne fait pas pire entre guillemets que d'autres entreprises sur ce terrain-là, que c'est la mondialisation, que c'est les multinationales qui se comportent comme ça. Je voulais quand même alerter sur le fait que les places de marché dont on parle depuis tout à l'heure, en général, hein, y compris celles d'Amazon et celles des autres, en fait, c'est pire qu'une évasion de l'impôt sur les sociétés qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles fraudent massivement la TVA et les règles de la contrefaçon depuis des années. Et ça, c'est Bercy qui l'a découvert. Ça veut dire que tout le contrat social, on va dire, qui entoure le secteur du commerce aujourd'hui et qui est appliqué aux petits commerces comme aux gros en France, qui ont des magasins physiques, n'est pas respecté dans le cadre des marketplaces. Et c'est une concurrence déloyale qui est absolument on ne peut pas se battre contre ce genre de concurrence déloyale. Et si le e-commerce fonctionne aussi bien en France et dans les autres pays d'ailleurs, et aussi rapidement, et interroger les gens quelles sont les raisons pour lesquelles ils consomment sur Amazon par exemple ou ailleurs, c'est pas tant pour la rapidité de la livraison ou l'excellence du service client, même si ça joue, c'est parce que c'est moins cher. Et pourquoi c'est moins cher? Autant moins cher, c'est parce qu'il y a de la fraude à la TVA massive. Donc à un moment donné, il faut rappeler quand même qu'il ne s'agit pas juste euh, oui, d'une innovation technologique qui s'est bien passée, d'un business et d'entrepreneurs qui ont réussi. Il y a une fraude massive et les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour les commerces physiques et les commerces en ligne. Et je précise ça parce que même l'Union européenne s'est penchée sur cette question de fraude à la TVA, il était temps. D'ailleurs, la réforme n'est toujours pas entrée en vigueur, alors que ça fait 2 ans qu'elle est adoptée, et elle laisse plein de trous dans la raquette, justement parce que le e-commerce a vraiment ses griffes, entre guillemets, dans la Commission européenne depuis trop longtemps. Et en gros, elle laisse des portes ouvertes à la fraude, à la TVA qui continue. Du coup, donc ce problème n'est toujours pas vraiment réglé. Donc à un moment donné, faut quand même rappeler ça. Donc quand on parle de succès commercial, etc., du modèle Amazon, voilà, moi j'y mettrais un bémol là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un succès qui vient de la fraude. Deuxièmement, on parlait pas mal de Fnac Darty qui imite Amazon, mais Fnac Darty, justement, moi, pour les connaître pas mal, des gens qui sont numéro 2 et numéro 3 de cette boîte, ils me disent on a été obligés d'imiter Amazon et de créer nous-mêmes une place de marché parce que sinon, on se faisait complètement dépasser par ce modèle qui cassait un peu toute la concurrence et qui fraudait les règles. Donc du coup, c'est pas forcément tout à fait comme ça qu'ils le voient non plus, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Amazon, c'est parce que c'est le leader du secteur, c'est pas par anti-américanisme primaire, c'est parce que c'est le leader du secteur. La part de marché de 22% qu'on voit beaucoup circuler, en fait, elle est sous-évaluée. On a repris l'étude de Kantar, on l'a réétudiée, réanalysée, on l'a croisée avec d'autres sources. Et la part de marché d'Amazon en France, elle est plutôt de l'ordre de 30 à 40% aujourd'hui. Et ça se traduit d'ailleurs par le taux de clientèle qu'elle capte. Voilà, donc je voulais quand même rappeler ça. Aujourd'hui, les marketplaces, sur l'électronique, sur le textile, sur ces grands secteurs-là, c'est pas rentable pour un petit vendeur français. Ça va être rentable. On en a beaucoup parlé d'ailleurs avec Isabelle Assy de Quimper, justement, parce qu'évidemment, nous, on est opposés à l'ouverture de l'agence de livraison à Briec, clairement, puisque ça va accélérer ce processus de destruction d'emploi. Et là, pour le coup, je rejoins ce qui a été dit. C'est pas Amazon qui a déserté les centres-villes en France. S'il y avait déjà un problème, la question, c'est que là, on est en train de se réveiller sur ce problème-là. Il y aura un moratoire sur les zones commerciales. Et on ne fait rien contre la nouvelle vague qui arrive, alors que ce serait le moment, avec la transition écologique et sociale qu'on doit mener, de faire les choses différemment. C'est plutôt ça l'idée. Mais l'agence de Briec, par exemple, elle va permettre de livrer 30 000 colis par jour en moins de 24 heures sur un rayon de 150 km. C'est des agences qui font un chiffre d'affaires 10 fois supérieur à celui de n'importe quel commerce. C'est des agences en fait extrêmement productives et elles n'auront pour but que de livrer localement. Donc à un moment donné, on ne peut pas faire semblant que ça n'aura pas d'impact sur les prochaines années, en fait, sur le commerce qui est déjà moribond dans la zone. Donc c'est quand même important de savoir de quoi on parle, en fait.
Mais du coup, elle me disait, oui, mais il y a par exemple Armor Luxe qui vend sur Amazon, donc en fait, c'est pas si mal. Il y a quelques entreprises qui s'en sortent en vendant sur Amazon quand on fait du produit niche. La marinière bretonne, le vin alsacien, ça peut marcher. Quand on est sur un secteur classique, les gens qui vendent de l'électronique, des meubles ou des textiles, ils ne peuvent pas se battre contre les petits vendeurs chinois qui pullulent sur ces plateformes-là et qui fraudent tout. En fait, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 5% aujourd'hui de toutes les PME qui vendent sur le site Amazon.fr, par exemple, qui sont françaises. Et c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, c'est pas un modèle qui est fait pour les petits acteurs français et pour le type de prix qu'ils proposent. Retrouvez-vous sur une marketplace, vous affichez votre photo de votre produit, vous avez juste le prix et les délais de livraison qui vous différencient des autres et des entreprises chinoises. À l'inverse d'un magasin en physique où vous avez votre sourire, votre attractivité, le fait que votre boutique soit jolie, etc. Ça compte sur un site web. Vous n'existez pas si vous n'avez pas le prix le moins cher. Et c'est ça qu'il faut quand même rappeler. Amazon a 1000 milliards de capitalisation boursière. C'est-à-dire qu'il a 1000 fois, même avec le plan de digitalisation d'aide à la digitalisation des petits commerces en France que le gouvernement propose, qui est de 450 millions, à se partager entre plus de 200 000 petits commerces, Amazon aura toujours 1000 fois plus de capacité d'investissement que tous les petits commerces de France réunis. C'est pour ça qu'il faut quand même rappeler le poids de ces mastodontes et ce que ça peut faire une telle capacité d'investissement sur l'économie et sur la concurrence. Il y a un vrai monopole qui est en train de se constituer en France, comme il est en train de le faire aux États-Unis. Et il faut être conscient de ça et il faut l'empêcher par tous les moyens. Je ne dis pas que le moratoire en soi, ça va tout régler. Évidemment, ça ne va pas tout régler. Menaces de dumping depuis l'étranger, etc. La question, je pense, des livraisons depuis l'étranger, du fret aérien notamment, qui permet aux acteurs du e-commerce comme Alibaba, comme Wish, etc., d'envoyer des produits en France grâce aux avions. Et Amazon vient d'ouvrir d'ailleurs un hub de fret aérien en Allemagne. Ça permettrait de contourner le dumping, en fait, de toute manière, quelles que soient les règles qu'on va mettre en France, Amazon et les autres vont dire nous, on se casse à côté, on vous livre en avion depuis l'étranger, et du coup, vous aurez tout perdu. Et c'est ça le chantage qu'ils vont faire dans les prochaines années, même si c'est qu'une taxe. Même si c'est qu'une taxe, c'est pas qu'un moratoire. C'est un modèle à flux tendu, extrêmement avec peu de marge, et même des taxes, ils chercheront à les éviter de cette manière-là. Aujourd'hui, Amazon vend déjà un tiers de ses produits depuis l'étranger en France. Nous livre un tiers de ses produits depuis les entrepôts étrangers. Et ça va pas s'arranger. Ils ont des travailleurs détachés dans leurs entrepôts. Les chauffeurs de poids lourds, c'est des travailleurs étrangers également. Donc, il faut être conscient en fait de la réalité de ce modèle-là. Et j'en finis sur ça, sur l'impact sur les emplois. Monsieur Garot a parlé effectivement de l'étude de Mounir Majoubi, d'études américaines, qui d'ailleurs parlent plutôt de 4,5 emplois détruits pour un emploi créé. On parle de 1 million d'emplois, destruction nette d'ici 2025 aux États-Unis, donc c'est énorme. C'est des chiffres qui devraient vraiment alerter tout le monde en fait. C'est pas parce que c'est moins visible qu'une zone commerciale qui s'installe à côté d'une ville où on peut voir clairement les liens de cause à effet que ça n'existe pas. Et là, on vient d'engager deux économistes, donc une ancienne de l'OCDE notamment, qui nous ont fait un scénario pour la France. Et on trouve aussi des destructions nettes très importantes, 70 000 emplois détruits depuis 10 ans, plus 68 000 d'ici 5 à 10 ans. Donc si, en fait, ça a un vrai impact économique, vrai, réel, on va publier cette étude la semaine prochaine et je pense vraiment qu'il est de la responsabilité des élus du PS de rejoindre un peu le mouvement lancé aussi par EELV, par la France Insoumise. En fait, il faut que le politique s'attaque à ce modèle-là. Il faut un moratoire pour permettre de gagner du temps pour réfléchir à quelle bonne réglementation au niveau national et européen pour changer la donne. C'est pas juste on est contre le e-commerce, c'est pas ça. Mais à mon avis, la situation est suffisamment préoccupante pour qu'il y ait un front uni sur ce sujet, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour cette intervention. Amazon, pas une entreprise comme les autres, avec des fraudes massives, avec une destruction massive d'emplois. Maintenant, Arnaud Platel qui a demandé la parole. Oui, bonjour à tous. Merci aux intervenants pour leurs propos. Merci Florent. C'est toujours un plaisir de t'entendre intervenir. Je ne savais pas que tu étais un spécialiste du commerce, mais c'était très intéressant en tout cas. Alors, je ne vais pas revenir sur les questions sociales et environnementales. Elles ont été très bien abordées par les intervenants et par Alma. Je voudrais revenir sur une question plus large, une question de forme et ça a été quand même évoqué dans les dernières interventions, sur le rôle du politique dans la mondialisation et en l'occurrence face à la puissance économique d'une multinationale.
Et là-dessus, je vais faire part de l'expérience de conseil communautaire QBO que je suis, puisqu'on a, à Quimper, Bretagne occidentale, on a débattu sur l'implantation de Amazon à Briec. Ce que je dis, c'est qu'on peut être pour, on peut être contre l'installation d'Amazon. Tous les arguments dans les deux sens sont valables. Moi, j'ai exprimé mon point de vue en défaveur de l'installation, mais je peux comprendre tout à fait les arguments de ceux qui sont en faveur. Mais sur la question plus large du rôle de politique, et par rapport à ce qu'on a pu entendre en conseil communautaire, et qui pourrait se passer dans n'importe quel conseil communautaire de France, je pense que c'est un vrai déclin que d'argumenter en faveur d'Amazon en défendant des critères qui sont uniquement matériels de la part d'un politique, j'entends. C'est-à-dire que quand on entend des élus qui disent, et puis on l'a entendu, dire que c'est le business, c'est comme ça, que c'est bon pour la croissance, que c'est bon pour le PIB, et pire, que de toute façon on n'y peut rien, ce sont les règles de la mondialisation, je crois qu'on sort totalement du rôle de ce qu'est le politique, que l'on soit, je répète, pour ou contre Amazon, mais en défendant des arguments qui ne sont que matériels et qui finalement n'ont plus rien d'humain, on sort du rôle du politique. Et dans ces cas-là, ça pose la question fondamentale de à quoi sert encore le politique et quel est le rôle de la puissance publique quand finalement on ne fait que s'adapter à un ordre qui n'a plus rien d'humain. C'est donné, donc je dis, le symbole de l'inutilité et de l'impuissance du politique dans, premièrement, son rôle de délibération et de décision, et deuxièmement, dans sa défense de l'humain. Et ça n'est pas que humaniste que de dire ça. Moi, j'ai une conception du politique et aussi de défendre l'humain et les citoyens. Donc, mais ce problème-là, que ce soit face à la puissance économique du multinational, on le retrouve aussi de plus en plus face à la technostructure, c'est-à-dire que cette impuissance croissante du politique et dont la question d'Amazon pose la question du fait de retrouver cette puissance-là. Et je pense que pour finir, on est face, on peut dire que je suis un peu, que je passe un peu du coq à l'âne quand je dis ça, mais quand on pose la question du rôle du politique, justement, c'est la question plus large de la démocratie qui est en jeu et qui est déjà contestée par les citoyens, dans le sens où, pour eux, finalement, le politique ne sert plus à rien. Et pire que la question de la démocratie, c'est son acceptation sociale déjà contestée qui est en jeu. Merci Arnaud, merci pour dire que, en fin de compte, pour rétablir la confiance entre les citoyens et le politique, peut-être que le politique pourrait être dans un mouvement autre qu'accompagné, mais de trancher et d'aller parfois dans le contresens ambiant.